rester impartial. Euh, Là, j'ai une petite interruption recording. Non, non, Euh, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a lancé l'enregistrement. donc, très souvent, les experts sont confrontés à cette difficulté, enfin, à cette difficulté, en tout cas, à cette tension de savoir si on doit si on les teste. Et pour le médiateur, il en va de même. Donc, il y a une sorte d'intuitu personné à établir, il y a une sorte d'autorité à mettre en place, et cette autorité repose sur, à mon sens, sa capacité à pouvoir entendre, écouter, comprendre ce dont il est question. Voilà. Ça, c'est une chose qui me semble indispensable. Et donc, ce qui veut dire avoir une connaissance intime par la pratique des différents codes que j'ai évoqués précédemment. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille être forcément architecte ou maître d'œuvre ou directeur de bureau d'études ou ancien ou expert. Car j'ai remarqué, et je le dis avec, c'est pas du tout de la flagornerie, j'ai remarqué au fil des ans que bien souvent, les avocats spécialistes de la construction ont une connaissance de la construction bien supérieure ou au moins équivalente à celle de grands professionnels, architectes ou bureaux d'études. J'ai un profond respect pour les avocats, pour le métier, le métier des avocats, pour les compétences qu'ils ont en matière de construction, d'environnement, etc. Mais voilà, ce sont des avocats spécialistes de la construction, de l'aménagement du territoire, du droit public, etc. Ça, voilà, j'insiste beaucoup sur cette notion essentielle de euh, Non. qualification Non, requise eu égard à la nature du litige. non, ça, c'est non. Alors, les entretiens, là-dessus, on entre dans le fonctionnement même de la médiation, les entretiens préalables. Alors, bien sûr, convention, etc., ça, c'est indispensable. Euh, les entretiens préalables, pour ma part, je n'en fais pas. Monsieur Bory, on vous entend très mal. Ah, ah, allô, 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 je me rapproche, ça marche mieux? Alors, moi, j'entends très bien. Par contre, il y a quelques micros ouverts, on entend des bruits derrière. C'est ça qui est gênant. Moi, je l'entends très bien aussi. Coupez tous Par vos contre, peut-être, micros. Oui, voilà, il j'entends faudrait faire très bien. Il des y a des gens micros. qui parlent derrière, c'est Très pour ça. bien, on continue. Alors, voilà, sur le fonctionnement même de la médiation, voilà, je le dis, c'est pas une position de principe. Je peux effectivement de temps en temps faire des entretiens préalables, mais c'est assez rare. En fait, je passe toujours par les conseils, par les avocats, qui très souvent sont, comme je l'ai dit, extrêmement au courant et ont une parole extrêmement pertinente et fine sur les dossiers qui leur sont confiés. Et donc, ce sont les avocats qui, bien souvent, me racontent l'affaire. Mais je ne fais pas d'entretien séparé et je préfère avoir en plénière l'exposé des faits. Ça me semble euh, plus intéressant. Pourquoi? Parce que nous sommes en médiation. C'est souvent extrêmement technique, mais ce que j'explique au début de la médiation, dans l'introduction à la médiation, je trouve que de plus ça va, plus je prends de temps. C'est très souvent un bon quart d'heure pour présenter, en début de plénière, pour présenter la médiation. Et j'insiste à ce moment-là sur le fait que si le juge a proposé la médiation, c'est parce qu'il a décelé que derrière la question technique législative qui est posée dans le dossier, il y a un problème relationnel et qu'à la source du conflit, c'est la relation. Et donc, à partir de là, c'est la parole qui s'engage. Et bien souvent, c'est parce que j'ai pu exposer cela que des personnes qui sont arrivées
en médiation en traînant des pieds, en se disant, bon, alors le juge nous dit d'aller en médiation, puis alors c'est un juge administratif, c'est le Conseil d'État, j'y vais quand même, mais j'y crois pas. C'est parce que j'insiste sur la notion de relation que les parties acceptent de continuer la médiation et finalement, très souvent, on y arrive. Mais insister sur la relation, ça permet de franchir l'écueil de la technicité. L'autre chose, donc, les personnes arrivent très souvent, on est dans une difficulté, les parties arrivent à plusieurs. Donc, je l'ai dit, une entreprise va venir avec son chargé de projet, il va y avoir le directeur et puis le chargé d'études ou le responsable de projet, plus le, plus le conseil. Toutes les personnes doivent être validées par les autres parties. Ça, c'est indispensable. Nous avons un certain nombre de personnes ici qui ne sont pas, qui n'étaient pas dans l'ordonnance. Donc, voilà. Et donc, chacun se présente et à la fin, je demande pour chacun s'il y a accord de l'ensemble des parties pour que les personnes présentes restent en réunion. Sinon, s'il n'y a pas accord, la personne sortira. D'expérience, je n'ai jamais eu de refus. Mais je pose la question. Je pose la question pour que la confiance puisse s'établir. C'est toujours une question de confiance. Ce qui fait aussi, et là c'est très intéressant, on voit très souvent un retardataire. Alors très souvent, je dois dire, c'est très souvent un expert. Hein, je vois très souvent un expert arriver. Il a été appelé par l'architecte qui dit, ah, tiens, j'ai une réunion de médiation. Paf, on voit un petit personnage qui vient s'asseoir, qui au bout de, qui, à 20 minutes après le début de la médiation, vient s'asseoir discrètement dans un coin de la salle, comme si de rien n'était. Eh ben non, ça va pas se passer comme ça. Et donc, puisque cette personne est entrée dans la salle de réunion, il va y avoir effectivement, je vais laisser la personne qui s'exprime finir son propos. Et là, il va y avoir une petite interruption pour que la personne se présente. Et puis, elle va signer un engagement comme tout le monde, elle va signer un engagement de confidentialité. Et puis, l'ensemble des participants va décider si oui ou non là, cette personne est la bienvenue dans notre espace. Ce sont des choses extrêmement simples, mais c'est une chose qui est destinée à établir de la confiance, mais également aussi une chose qui est très importante, c'est le fait que le médiateur n'a qu'un pouvoir, c'est celui d'organiser la médiation et donc d'asseoir son autorité. Je dois dire que, à titre personnel, ayant fait des réunions de chantier avec pas mal d'entreprises, je suis aidé dans ma pratique par le fait d'avoir géré des réunions de chantier avec beaucoup d'entreprises. Donc, je sais ce que c'est que voilà, j'ai eu une certaine habitude de l'autorité de dans ces grandes réunions. Mais je crois aussi nécessaire, quand même, même en médiation, que le médiateur ait l'autorité sur l'organisation du processus de réunion. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, l'organisation de l'espace, je vois des parties arriver, et parfois des conseils arriver avec une valise de documents, de plans. C'est très impressionnant. Parfois, j'ai des conseils qui me demandent avant de venir, Monsieur le médiateur, est-ce que vous voulez que je vous envoie tout le dossier? Et là, d'habitude, je les fais sourire. Je dis, mais moi, écoutez, vous faites ce que vous faites ce que bien sûr, vous pouvez me l'envoyer, mais je vous signale que je ne le lirai pas. Donc, mais si vous avez envie de me l'envoyer, faites-le. Mais en tout cas, moi, je le regarde, voilà, je ne peux pas, puis ça m'intéresse plus que les personnes s'expriment pendant la plénière. Et très souvent, les avocats sourient. Voilà. Donc, la gestion de ces grands dossiers m'a amené très vite, et c'est une pratique que j'ai pratiquement généralisée maintenant, à, euh, à faire en sorte que les personnes ne disposent pas de table quand c'est possible. Parfois, on est dans des salles où il y a les tables sont fixes. Donc, je mets tout le monde en rond. Donc, j'arrive un petit peu à l'avance, bien évidemment. Je prends toutes les chaises et je fais des réunions de 26 personnes avec les chaises en rond.
Et c'est très amusant, je vous assure, il faut essayer. Du coup, les personnes, alors évidemment, il y a toujours un ou deux, il y en a toujours un ou deux qui vont râler, mais d'une façon générale, les personnes sourient et ça se passe très bien parce que justement, les personnes vont s'écouter. Voilà. Alors, en revanche, j'ai très souvent dans la salle, je demande un paperboard avec deux crayons de telle sorte que si un expert ou si un chargé d'études veut faire un petit croquis, ben là, quoi, qu'il puisse faire son petit croquis. Et parfois même, il m'arrive de dire, bah, écoutez, si j'ai bien compris, donc la route, elle passe à tel endroit, la maison, elle est à tant de mètres. Attendez, je vais faire un petit croquis et puis vous me dites si c'est bien ça. Donc moi-même, je fais un petit croquis parce qu'on sait bien qu'un petit croquis vaut mieux qu'un long discours. Voilà. Donc, j'avance de cette façon-là. Et vous voyez, la gestion de l'espace est quelque chose d'important. Et dans ces réunions donc, où il n'y a pas de table, il y a une chose que je fais toujours, c'est prévoir longtemps à l'avance. Ça, j'y consacre un temps, j'y consacre pas mal de temps la veille. Je fais des chevalets avec tous les noms des participants et je les installe. Chaque personne a sa place attitrée. Voilà. Et là, je fais attention. Donc, il y a de la gestion des tensions. Donc, on sait bien que deux personnes qui sont face à face, vont avoir plus de facilité, de tendance à s'affronter, par exemple, que deux personnes côte à côte, etc. Donc, j'organise l'espace en fonction des différentes tensions, des différentes contradictions qu'il peut y avoir. En tout cas, ce que je pressens. Parfois, je me trompe. Il n'y a pas longtemps, j'avais une médiation dans une préfecture. La préfecture était très peu impliquée. Je pensais que la préfecture était très peu impliquée, que c'était plus une histoire entre deux sociétés privées. Donc j'avais mis le responsable de la préfecture, le responsable juridique de la préfecture en face de moi, dans ce fameux rond. Eh bien, ça n'a pas raté. Il a été, il s'en est pris au médiateur. C'est pas grave, mais ça a été en termes de logique spatiale, je l'avais mis là, pensant qu'il allait être calme, et bien pas du tout. J'étais en face de lui, il s'en est pris à moi. Voilà. Puis c'est pas grave. Ça s'est très bien passé par la suite. Mais voilà, donc il faut, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes, il est nécessaire de bien prévoir à l'avance, même si que ça soit en rond ou sur des tables, il est nécessaire, je crois, de bien prévoir à l'avance où sont placées les personnes. Alors, dans la présentation préalable que j'ai déjà abordée, j'insiste beaucoup sur la notion de confiance. Donc, l'engagement de confidentialité, je le rappelle, est là pour établir la confiance. Donc, bien évidemment, je leur parle de la confidentialité en leur disant, vous la gérez comme vous voulez, dans le cadre d'affaires publiques qui parfois peuvent être sur des enjeux assez importants. J'insiste simplement sur une chose, c'est qu'ils la gèrent comme ils veulent, mais que si le lendemain on voit une publication dans la gazette locale, on en déduira que la confidentialité n'a pas été respectée. Voilà. Mais d'une façon générale, les personnes le perçoivent parfaitement bien. Voilà. Alors ensuite, les tours de table. Effectivement, je fonctionne seul avec J'interromps. 26 personnes, ou 20 ou 15, 20 personnes. On pourrait se dire, pourquoi ne faites-vous pas de co-médiation? Euh, Pourquoi? Ben, écoutez, ça part simplement parce que j'arrive bien à me dépatouiller de cette façon. Et là, chacun peut s'exprimer. Les experts, chacun arrive avec la grande tentation, c'est de la part des parties de dire, ah ben, mon expert va parler à ma place, ou ceci ou cela. Moi, la question que je pose, c'est d'abord aux parties. Les avocats ont toujours tendance à prendre la parole. Et là, je fais remarquer dès le départ, pendant la présentation, que les avocats sont des brillants orateurs.
c'est leur par nature. Et donc, si un avocat prend la parole pour présenter brillamment le dossier vu par son client, la moindre des courtoisies de la part du médiateur, c'est de donner la parole à son contradicteur qui va être évidemment lui aussi un brillant orateur. Et ce qui fait que rapidement, nous tombons dans un concours de plaidoirie. Voilà, la conférence du stage, c'est passionnant, mais ces brillantes plaidoiries, il me semble plus pertinent de les réserver pour le magistrat si la médiation si on n'arrive pas à se conclure par un accord. Les, une fois que j'ai dit ça, les avocats sourient et ça se passe et en fait, ils vont laisser la parole à leurs clients. Voilà. Et ensuite, le tour de table fait que nous avons, nous avons des dialogues qui sont, du fait de la technicité très souvent quand même importante de ces dossiers, le tour de table se passe très bien, même à 20 personnes. Ce qui veut dire aussi que, comme il y a une technicité, le déroulé de la médiation n'est pas tout à fait celui que l'on trouve dans les livres de médiation et notamment la fameuse roue de Thomas Futak, avec une espèce de moment de catharsis, de déblocage qui existe, que j'ai pu expérimenter, voir dans des médiations avec des personnes engagées, notamment en médiation successorale, mais en médiation de la construction, comment ça se passe? On part Monsieur Bory, évidemment. Monsieur Bory, excusez-moi de vous interrompre, il reste 5 minutes. Eh bien, je Dans 5 minutes, termine. on prend les questions. Donc, on part de l'exposé des faits, on met très vite, une fois que l'exposé des faits, que le socle commun est arrivé et a été mis en place, je mets en place assez vite des entretiens séparés pour aller vers la créativité et poser des questions aux parties sur ce qu'elles veulent, pour essayer de définir leurs intérêts. Et c'est là que peut-être parfois ma compétence en termes de métier peut être importante parce que je leur souligne ce que j'ai perçu, mais non sans vouloir influer sur leur choix. Mais je leur dis voilà comment j'ai perçu les échanges. Et qu'est-ce que vous en pensez? Les questions sont toujours ouvertes, mais ma reformulation va être basée sur aussi mon expérience. Et là, on va très vite entrer. En fait, je la mets face un peu c'est un peu un jeu de miroir. Je les mets face à un miroir. Et là, ils essayent de définir leurs intérêts et les entretiens séparés en matière de construction vont être très importants. Voilà. La suite, c'est, selon les cas, d'arriver quelque chose, à un accord, mais très vite là, ensuite, on termine par des négociations en matière avec les assureurs. Et ça, c'est une autre affaire. Ce qui fait que pour résumer, pour rester je vais passer très très vite, je pense qu'il y a chez le médiateur un besoin pour le médiateur de maîtriser l'art de l'écoute avec une aptitude au questionnement, la reformulation. Je crois qu'il est nécessaire, avec l'ensemble de ces personnes, le nombre de ces personnes, de maîtriser quand même un certain art de la rhétorique et de la théâtralité pour en tout cas asseoir une autorité sur le processus, l'art de l'animation et il est important également, pour terminer, de maîtriser l'art de la négociation. Ça, c'est quelque chose qui me semble indispensable pour pouvoir arriver à un accord entre 6, 7 ou 8 parties accompagnées de leur assureur.
il faut avoir une certaine aptitude à la conduite de négociation. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair et très intéressant de la comprendre.